Bon, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour que vous puissiez présenter votre projet de fin d'études pour l'obtention du diplôme de licence fondamentale en biologie de la faculté des sciences de Meknès, Université Moulay Ismaïl. Exactement. Le sujet sera présenté par mademoiselle Bouayyad Fatim Zahra, mademoiselle Abadi Fedoua et mademoiselle Jabit Hind. Votre sujet de projet de fin d'études s'appelle la thérapie cancéreuse par les nanomédicaments. Votre jury se compose par moi-même, professeur Moumni Mouhiddin, et par le professeur Mohamed Boutahrecht. Mesdemoiselles, vous avez chacune 10 minutes pour présenter l'essentiel de votre travaux de projet de fin d'études. Et ensuite, on passera à une séance de questions et de réponses. D'accord, monsieur. Alors, avant de commencer, nous tenons tout d'abord à remercier notre encadrant, le professeur Mouhiddin Moumni, pour l'honneur qu'il nous a fait en nous proposant et en dirigeant ce travail, pour ses aides aussi pour ses conseils tout au long. Nous remercions par ailleurs vivement monsieur le membre de jury, le professeur Boutahrecht Mohamed, pour nous avoir fait l'honneur de juger notre travail et d'assister aussi à la soutenance. Alors, notre projet, comme vous avez dit, monsieur, est intitulé sous le thème la thérapie cancéreuse par les nanomédicaments. Alors, ce travail, Inch'Allah, on va le présenter comme le plan suivant. On va commencer tout d'abord avec une petite introduction. Juste après, on va voir quelques généralités sur le cancer de nos chapitres 1. Le chapitre 2 va s'intéresser à l'étude de quelques thérapies anticancéreuses. Et le dernier chapitre, nous discuterons la notion des nanomédicaments. Et enfin, une petite conclusion et perspective. Alors, Fatem Zahra, tu peux nous donner quelques notions sur l'oncologie? Oui, avec plaisir, tu dois. Donc, l'oncologie ou carcinologie ou encore cancérologie est la spécialité médicale d'étude, de diagnostic et de traitement des cancers, ainsi d'étudier et traiter les tumeurs et les pathologies malignes. Un médecin, en fait, qui pratique cette discipline est appelé oncologue ou cancérologue. Il s'intéresse à tous les types de tumeurs cancéreuses, qu'elles soient solides ou non, localisées ou étendues. Le principal but alors de l'oncologie est de comprendre mieux les causes possibles des cancers et les processus de développement afin de pouvoir les prévenir et les guérir avec plus d'efficacité. Alors, ici, je veux donner quelques statistiques des cancers qui sont faites en 2019. Chez les femmes, comme vous voyez, le cancer du sein qui est le plus fréquent présente presque 25% des cas. Et chez les hommes, c'est le cancer du prostate qui est le plus abondant que les autres types avec un pourcentage de 20%. Alors, en discutant maintenant quelques généralités sur le cancer. Donc, comme définition d'un cancer, c'est une maladie à point de départ cellulaire, les lésions débutent par une prolifération anarchique d'une quelconque cellule du corps, aboutissant à un dysfonctionnement tissulaire puis organique. C'est une maladie provoquée aussi par la transformation des cellules qui devient anormale et prolifère de façon excessive. Les cellules déréglées finissent parfois par former une masse qu'on appelle tumeur maligne. Ça veut dire un amas de cellules cancéreuses. Et les cellules cancéreuses ont tendance aussi à envahir les tissus voisins et à se détacher à la tumeur initiale. Ils migrent alors par les vaisseaux sanguins et les vaisseaux lymphatiques pour aller former une autre tumeur, ce qu'on appelle métastase. Alors, Fatih, quelle est la différence entre une cellule cancéreuse et une cellule saine? Oui, en fait, on peut différencier une cellule cancéreuse d'une autre saine par la présence de quelques particularités chez ces derniers, parmi lesquelles on cite qu'ils sont capables d'empêcher les défenses immunitaires, n'assurent pas les fonctions des cellules normales, ou capables aussi de détourner les ressources locales pour se nourrir. Et pour ça, les tumeurs développent sur un réseau de vaisseaux sanguins qui leur permet d'être directement alimentés en oxygène, en énergie et facteurs de croissance. On note aussi qu'ils sont immortels et bien sûr à cause de l'absence d'un programme de mort cellulaire, ce qu'on appelle l'apoptose, et en conséquence, ces cellules vont se multiplier activement sans jamais mourir. Alors, on passe maintenant à savoir comment on débute ces cancers. Bon, comme nous le savons tous, pour assurer la croissance de notre corps, certaines cellules se divisent et se multiplient pour créer de nouveaux tissus, alors que d'autres, non, ne le font pas. Donc, notre corps aussi possède des gènes spécifiques appelés des oncogènes qui régissent la capacité des cellules de se diviser et de se développer. Et par ailleurs, des gènes appelés des gènes suppresseurs de tumeurs ordonnent aux cellules d'arrêter leur processus de division. Alors, le cancer se produit lorsque ces oncogènes sont activés à un moment inapproprié ou les gènes suppresseurs. Des tumeurs aussi sont inactivés quand ils devraient entrer en action. Et l'en résulte une croissance excessive qui prend la forme de tumeur.
Voilà, ce schéma explique bien comment les cellules cancéreuses peuvent donner naissance à un tumeur en passant par différents stades. Alors, comme vous le voyez, au début, les cellules normales se divisent plus rapidement qu'elles ne devraient et le nombre total des cellules augmente. On parle alors d'une hyperplasie. Au deuxième stade, appelé dysplasie, les nouvelles cellules cancéreuses deviennent déformées et constituent alors un amas croissant de cellules, appelé tumeur primitive. Ce tumeur commence par la suite à pousser et à écraser les cellules voisines. À mesure qu'il grossit, elle se creuse à un chemin et envahit les cellules voisines. Donc, ce processus s'appelle invasion. Et puis après, ces cellules cancéreuses atteignant un vaisseau sanguin ou un ganglion, elles peuvent emprunter la circulation sanguine par la suite ou un liquide lymphatique pour se rendre à d'autres parties du corps ou le recommençant à se diviser. Et ce processus s'appelle métastase, ce qui signifie que le cancer s'est propagé à d'autres régions du corps. Mais attends, y a-t-il des facteurs de risque qui peuvent engendrer l'apparition d'un cancer? Oui, bien sûr, Foudoua. Il y a des facteurs qui peuvent engendrer l'apparition d'un cancer. Mais tout d'abord, il faut savoir qu'est-ce qu'un facteur de risque. Donc, ce dernier est défini par tout facteur dont la présence induit une augmentation de la probabilité d'apparition de la maladie, ainsi d'éviter ou éradiquer de tels facteurs participent à la prévention primaire. Donc, on peut citer dans ce sens deux types de facteurs de risque. Donc, les premiers sont facteurs extrinsiques ou exogènes. Le deuxième, c'est intrinsèque ou endogène. Qui sont liés au premier type sont la pollution, par exemple, on cite le tabagisme passif, les activités professionnelles particulières. Et pour le deuxième type, au sein des facteurs intrinsèques, il y a qui sont liés à l'hérédité, d'autres liés à l'âge et d'autres au sexe. Et en fait, je veux dire qu'il existe plusieurs types de cancers qui peuvent être la conséquence de différents facteurs de risque. On peut voir alors quelques types avec Hind. Oui, je vous invite à étudier 3 types du cancer, le cancer du sein, le cancer du prostate et la leucémie. Pour le cancer du sein, un cancer du sein, il résulte d'un dérèglement de certaines cellules qui se multiplient et forment le plus souvent une masse appelée tumeur. Il en existe différents types qui n'évoluent pas de la même manière, bien sûr. Certains sont agressifs et certains évoluent très rapidement et d'autres plus lentement. Les cellules cancéreuses peuvent être restées dans le sein et elles peuvent aussi se propager dans d'autres organes, ce qui est une situation encore plus menaçante. On parle alors de métastase. Dans la majorité des cas, le développement d'un cancer du sein prend plusieurs mois et voire plusieurs années. Pour les facteurs de risque, on a des facteurs de risque qui sont liés à l'âge. En effet, près de 80 des cancers du sein se développent après 50 ans. Pour les facteurs de risque qui sont liés à un mode de vie et les facteurs de risque qui sont liés à certains antécédents médicaux personnels et familiaux. Pour les symptômes, on a premièrement une boule dans un sein. Une boule ou une masse dans un sein est le signe d'un cancer du sein le plus couramment observé. Cette masse en général non douloureuse est le plus souvent de consistance dure et présente des contours irréguliers. Le deuxième symptôme est un changement de la taille et de la forme du sein. Une rougeur, un œdème et une chaleur importante au niveau du sein peuvent être le signe d'un cancer du sein inflammatoire. Le troisième, c'est des ganglions qui sont durs au niveau de l'aisselle, sous le bras. Une ou plusieurs masses qui sont dures à l'aisselle signifie parfois qu'un cancer du sein s'est propagé au ganglion axillaire. Les ganglions restent toutefois indolores. Quatrièmement et finalement, on a des modifications de la peau du sein et des mamelons. Une modification de la peau, une rétraction, des rougeurs, une œdème ou un aspect de peau d'orange. Aussi, une modification de la mamelon ou de l'aréole, c'est la zone qui entoure le mamelon. C'est la zone qui entoure le mamelon et une rétraction. Pour le cancer du prostate,
Le cancer du prostate est un adénocarcinome. Un adénocarcinome, ça veut dire un type de cancer qui se développe à partir d'une glande. Ça veut dire prostate ou bien thyroïde. Ce type de cancer se développe à partir des cellules qui constituent le tissu de revêtement de la prostate. Parfois, la tumeur grossit et s'étend et en printemps, les vaisseaux sanguins ou les vaisseaux lymphatiques pour aller envahir d'autres parties du corps. On appelle ça alors un cancer métastasique. Pour les facteurs de risque, pour le cancer de prostate, il est établi que les antécédents familiaux constituent un facteur de risque. Il y a également identifié que les hommes qui sont à l'origine afro-antillaise ont un risque accru de développer ce cancer. Le risque lié à l'utilisation des pesticides est aussi reste à démontrer. Pour les symptômes, ce type de cancer se développe sans provoquer de symptômes qui sont particuliers. Il est alors le plus souvent découvert suite à une mesure d'antigène prostatique spécifique et ou une anomalie de la consistance de la prostate lors d'un toucher rectal. Alors, pour la leucémie, j'adresse à Fdoua de continuer ce type. Le troisième type de cancer, c'est la leucémie. Alors, c'est quoi donc la leucémie? La leucémie, c'est un cancer des tissus responsable de la formation du sang, c'est-à-dire des cellules sanguines immaturées se trouvent dans la moelle osseuse. C'est la matière moelle et spongieuse située au centre de la plupart des os. La maladie débute habituellement par des anomalies dans la formation des cellules sanguines de la moelle osseuse. Les cellules anormales ou leucémiques se multiplient et deviennent plus nombreuses que les cellules normales et empêchent ainsi leur fonction adéquate. Dans ce schéma, elles présentent deux boîtes de Petri, l'une caractérisée par des cellules normales et l'autre par des cellules anormales ou leucémiques. Alors, on passe au type de leucémie. Il y a deux types de leucémie. Premièrement, c'est la leucémie myéloïde qui affecte les granulocytes et les cellules souches sanguines présentes dans la moelle osseuse et caractérisée par deux types, la leucémie myéloïde aiguë et la leucémie myéloïde chronique. Pour le deuxième type de leucémie, c'est la leucémie lymphoblastique et se développe lentement au fil de mois ou même des années. Alors, c'est la forme la plus répandue chez les adultes de 25 ans. Elle est caractérisée par la leucémie lymphoblastique aiguë et la leucémie lymphoblastique chronique. On passe aux facteurs de risque. Certains types de chimiothérapie et de radiothérapie reçus par les différents types de cancers et peuvent augmenter le risque de développer certaines formes de leucémie. Et puis, l'exposition des niveaux élevés de radiation et encore l'exposition des produits chimiques de tabac. Et comme les autres types de cancer, la leucémie a des symptômes. La fièvre, une faiblesse ou une fatigue persistante, des infections fréquentes au niveau des poumons, des voies urinaires, des gencives, etc. Une perte d'appétit, des ganglions enflés au niveau de foie, la rate gonflée, des petits points rouges sur la peau, des sudations excessives surtout la nuit et des troubles de la vue, etc. Alors, y a-t-il des mécanismes ou des processus qui intervenant dans l'élimination de ces tumeurs? Oui, bien sûr, il y a des gènes suppresseurs qui sont des faux gardes qui empêchent les dérivés d'une cellule vers la malignité. C'est la raison par laquelle nombreux gènes suppresseurs de tumeurs sont inactivés dans les cancers. Et dans ce schéma, on a le mode d'action schématique du gène suppresseur de la tumeur PTEN. C'est-à-dire, en absence de contrôle de PTEN, la KT active intensément la prolifération cellulaire lorsqu'il est stimulé par les EGF. Mais si les PTEN exercent son contrôle sur la KT, on dit que la prolifération cellulaire est modérée. Pour les mécanismes de maintenance de génome, lorsque les dommages surviennent de l'ADN, comme les mutations
ou les cassures, les mécanismes de signalisation des dommages de l'ADN avertissent de ces dégâts pour qu'ils soient corrigés par le système de réparation de l'ADN. Et comme vous voyez, dans ce schéma, on a la signalisation et la réparation des dommages de l'ADN. Lors de dommages sur l'ADN, les détecteurs de dommages activent le système de réparation de l'ADN et ainsi, ils activent les P53 qui arrêtent le cycle cellulaire. Et après une réparation de l'ADN, on a la désactivation des points de contrôle reprise sur le cycle cellulaire. Puis on passe à la signalisation des dommages. Dans le cancer, on révèle un dysfonctionnement de signalisation des dommages d'ADN puisque la conservation du mutation d'ADN favorise la progression de l'oncogène. Et d'autre part, le dysfonctionnement diminue la fréquence d'activation des points de contrôle de cycle cellulaire. Alors, le cycle cellulaire est donc moins stoppé, ce qui permet aux cellules cancéreuses de proliférer plus rapidement. Et dans ce schéma, elle présente la signalisation des dommages importants de l'ADN, c'est-à-dire après que l'ADN subit des dommages, comme des cassures par exemple, comme des cassures, la signalisation des dommages de l'ADN provoque la mort cellulaire par l'apoptose. Alors, nous avons terminé avec le chapitre 1. Et tout d'abord, nous allons aborder certains traitements utilisés dans divers cancers. Donc, je passe la parole à ma collègue Fatem Zahra. Alors, parmi les thérapies qui sont utilisées pour traiter les différents types de cancers, on cite la chirurgie. Donc, la chirurgie, c'est une intervention médicale visant à examiner, à enlever ou à réparer des tissus. Dans le cadre de ce type de traitement, le chirurgien enlève le tissu qui n'est pas encore cancéreux, mais qui présente le plus de risque de former un cancer, afin de prévenir ou de réduire, bien sûr, le risque de formation de certains types de cancers. Ainsi, il faut noter que ce type de traitement permet d'enlever une tumeur qui sera examinée afin d'établir le stade du cancer et d'aider à élaborer un plan de traitement. Donc, ce type de traitement dépend des éléments suivants, selon bien sûr le type de cancer, selon la taille et l'emplacement de la tumeur, selon le stade du cancer, le but aussi du traitement et l'état général de santé et préférence de la personne atteinte et aussi pour, ou bien selon les établissements et les spécialistes disponibles. Donc, parmi les types de cancers qu'on peut traiter par ce type de chirurgie, on trouve les cancers gynécologiques, les cancers urologiques, les cancers du poumon, les cancers du sein et les cancers du cerveau. Alors, on passe aux effets indésirables. Il faut noter aussi que cette thérapie peut engendrer des nausées et vomissements, des difficultés à uriner, des infections de la plaie, des caillots sanguines, des troubles gastro-intestinaux, des troubles pulmonaires, des douleurs névralgiques aussi. On passe alors à la deuxième type de thérapie, c'est de la chimiothérapie. Elle dit aussi chimio. C'est un traitement anti-cancer médicamenteux systémique, ça veut dire qu'il agit dans tout l'organisme. Il consiste à administrer des médicaments chargés d'éliminer les cellules à développement rapide, caractéristiques de cancer. La chimiothérapie est utilisée pour combattre aussi un grand nombre de cancers. Il faut noter aussi que ce type de traitement est envisagé lorsque le cancer est avancé et que la tumeur ne peut être retirée. Alors, pour les types de chimiothérapie, on cite 4 types. Dans le premier, c'est la chimiothérapie non-adjuvante qui s'administre avant une chirurgie ou une radiothérapie. L'objectif, c'est de diminuer la taille de la tumeur. Le deuxième, c'est de la chimiothérapie adjuvante, qui s'administre après une chirurgie ou une radiothérapie. L'objectif, c'est d'éliminer les éventuelles cellules cancéreuses résiduelles. Et la troisième, c'est curative. Donc, ici, la chimiothérapie peut guérir totalement et définitivement certains cancers. Elle s'utilise seule en complément de la chirurgie, de la radiothérapie ou bien de l'hormonothérapie. Le dernier type, c'est palliative. Donc, elle peut ralentir l'évolution de la maladie, diminution de la taille ou de la tumeur, distraction ou diminution du nombre de métastases, etc. Et pour les cancers qui peuvent être traités par ce type de thérapie, on cite les cancers gastro-intestinaux, comme exemple les cancers de l'œsophage, de l'estomac, du pancréas, cancers de cerveau. Et donc, pour les effets secondaires possibles qu'on peut voir après des séances de chimiothérapie, en fonction de sa durée, bien sûr, des types de doses moléculaires utilisées, qui peut avoir des effets secondaires chez certaines personnes. Et ces effets secondaires sont variables d'un individu à l'autre.
Par exemple, ils font engendrer des vomissements et des nausées, des maladies dermiques, des chutes de cheveux ou bien des maladies cardiovasculaires. Pour le troisième type de thérapie, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est un traitement loco-régional couramment utilisé dans la prise en charge des cancers. Il vise à détruire les cellules cancéreuses par les radiations. La radiothérapie n'est pas systématique dans le traitement d'un cancer. Les différents types de radiothérapie, il existe 4 types de radiothérapie. Premièrement, c'est la radiothérapie externe. C'est la plus fréquente, consiste à diriger les rayons très précisément sur la zone où se trouve la tumeur. Deuxièmement, c'est la radiothérapie interne qui consiste à placer provisoirement des implants radioactifs au contact direct avec la tumeur. Troisièmement, c'est la radiothérapie métabolique. Elle consiste à injecter un produit radioactif qui va se fixer de manière spécifique sur les cellules cancéreuses et diriger les rayons sur ces mêmes cellules. Et quatrièmement, c'est la radiochirurgie. C'est une radiothérapie extrêmement ciblée qui a pour le but de détruire des tumeurs localisées de petite taille. Les cancers gynécologiques au niveau de, par exemple, les seins, l'utérus, le vagin, etc., les cancers urogénitaux au niveau des vessies, les prostates, les tumeurs cérébrales et les cancers du sang, de la moelle osseuse et des ganglions, ce sont tous des cancers qui sont traités par la radiothérapie. Alors, on passe aux effets secondaires. Comme les autres thérapies, cette thérapie est caractérisée par des effets secondaires. En cas d'irradiation de la bouche, le cou du haut de thorax, on peut observer des difficultés pour déglutir et avaler ou un manque de salive. Deuxièmement, en cas de l'abdomen, peuvent survenir des nausées, des vomissements, des diarrhées et des maux de ventre. En cas d'irradiation du bassin, des troubles urinaires ou des difficultés lors de rapports sexuels. Et dernièrement, en cas d'irradiation du bassin, alors on passe à la troisième thérapie, c'est la thérapie ciblée. Il s'agit d'un traitement spécifique qui permet de cibler les mécanismes qui transforment une cellule saine à une cellule cancéreuse. Ces traitements sont des médicaments, ne traduisent que les cellules malades et épargnent au maximum les cellules saines, contrairement à la chimiothérapie classique, moins sélective. Il existe 3 types de la thérapie ciblée. Il y a les thérapies ciblées qui... Il y a la thérapie ciblée qui bloque les signaux transmis la cellule au niveau de la membrane cellulaire. Deuxièmement, il y a la thérapie ciblée qui bloque les signaux entre la membrane cellulaire et le noyau. Et dernièrement, la thérapie ciblée qui bloque de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins. Pour les types de cancers traités par cette thérapie, il existe le cancer du poumon non à petites cellules, des cancers des reins, d'hémopathie maligne, etc. Pour les effets secondaires, il existe des hausses de la pression artérielle, des maux de tête, des réactions allergiques et des symptômes d'anémie comme la fatigue, les palpitations cardiaques, les vertiges, les troubles de vision, les pâleurs. Alors, pour l'immunothérapie, c'est une approche thérapeutique qui agit sur le système immunitaire d'un patient pour lutter contre sa maladie. Dans le cas d'un cancer, elle ne s'attaque pas directement à la tumeur, mais stimule les cellules immunitaires impliquées dans sa reconnaissance et sa destruction. Dans ce schéma, elle représente le principe d'immunothérapie. Le principe de cette thérapie, elle repose sur la stimulation des lymphocytes inactivés pour les rendre activés. Et ces derniers vont attaquer les cellules cancéreuses et permettre la destruction de ces derniers. L'immunothérapie, il existe l'immunothérapie non spécifique.
les vaccins thérapeutiques, les thérapies cellulaires, les biothérapies, l'immunomodulateurs, les anticorps monoclonaux. Et pour les cancers traités par l'immunothérapie, les cancers des reins, les cancers de vessie, le cancer de ORL, les maladies de Hodgkin et le cancer de sein. Alors, pour les effets secondaires de l'immunothérapie, les symptômes pseudo-grippaux comme la fièvre et les frissons, la fatigue, les problèmes de peau comme les rougeurs, etc. Les inflammations du poumon et des glandes thyroïdes, des reins, du corps et de cœur et de l'intestin, des faibles taux de magnésium, de calcium, de potassium, etc. Alors, je passe la parole à Hind. Hind. La thérapie suivante, c'est l'hormonothérapie. Cette thérapie est un traitement anti-cancer systémique. Comme la chimiothérapie, alors il agit sur l'ensemble du corps. Elle consiste à agir sur certaines hormones qui stimulent les cellules cancéreuses. Cet schéma discute que l'hormonothérapie agit en deux niveaux. Premièrement, en bloquant la production des hormones et deuxièmement, en bloquant l'action des hormones. Ces deux processus provoquent la croissance hormonale stoppée et ou la mort de la cellule cancéreuse. Pour les types d'hormonothérapie, on a des traitements qui sont médicamenteux qui agissent par voie générale sur toutes les cellules sensibles aux hormones. On parle ici de traitement systémique. On a aussi un traitement qui est non médicamenteux et qui consiste à stopper la production d'oestrogène, c'est un hormone sexuel, par les ovaires et les retire par une intervention chirurgicale en les irradiant, la radiothérapie couplée avec l'hormonothérapie. Le cancer du sein et le cancer de prostate. Ces deux types de cancers peuvent être traités par l'hormonothérapie. Pour les inconvénients de l'hormonothérapie, pour la femme, l'hormonothérapie provoque des symptômes proches de ceux de la ménopause, des bouffées de chaleur, des raideurs articulaires et des douleurs musculaires. Et pour l'homme, l'hormonothérapie peut perturber la libido et diminuer les capacités sexuelles et ou entraîner une prise du poids. Dernièrement, on discute la thérapie génique. Cette thérapie n'est pas un traitement, mais c'est une méthode de traitement. Le principe est d'injecter dans une cellule un gène, soit pour suppléer un gène déficient, ou bien pour faire fabriquer une substance destinée à détruire les cellules tumorales, comme les interleukines par exemple. On a deux processus. Premièrement, in vivo. On a un gène thérapeutique. Ce gène est transféré dans un vecteur, bien sûr viral. Le vecteur qui est viral est directement injecté dans l'organe cible. Ça, c'est in vivo. Contrairement au ex vivo, ça veut dire in vitro, le gène thérapeutique est transféré au vecteur viral. On a un prélèvement des cellules souches, par exemple dans le sang ou bien par la moelle osseuse. Le vecteur viral pénètre dans les cellules prélevées chez le patient. Ces cellules-là se multiplient et expriment ce gène thérapeutique. On a dernièrement, ces cellules vont être réinjectées dans l'organisme du patient. Des différents essais cliniques de thérapie génique peut être appliqués au cancer d'ovaire, peut être appliqué au cancer du sein et peut être appliqué à la leucémie aiguë lymphoblastique. On a des types de thérapie génique. Premièrement, on a un traitement de lignée germinale. Et on a un traitement génique de lignée somatique. Pour les inconvénients, on a de fortes fièvres, on a une chute de la tension artérielle, on a une congestion pulmonaire et finalement on a des problèmes
neurologiques. Alors, pour le dernier chapitre, j'adresse à Fdoua de continuer. Alors, c'est quoi les nanomédicaments? Les nanomédicaments, il s'agit d'une nouvelle solution thérapeutique et révolution de façon d'administrer un traitement à un patient. Ils considèrent comme des biomatériaux à l'échelle nanométrique. Et en réalité, les nanomédicaments est composé de deux choses. Premièrement, d'une navette qui délivra le médicament dans un site précis de l'organisme. Deuxièmement, une nanocapsule qui contient une molécule activée, c'est-à-dire la molécule responsable de la lutte contre le dysfonctionnement d'un métabolisme, d'un virus ou d'une bactérie. Ils sont généralement utilisés dans le traitement des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer ou encore le cancer. Leur petite taille leur permet d'avoir une efficacité plus grande que les médicaments actuels. Et grâce à leurs propriétés physico-chimiques, ils sont capables d'agir exactement à l'endroit souhaité, comme les gènes, les tissus, les cellules, etc. Et grâce à leurs propriétés et leur grande capacité de ciblage, les nanomédicaments ont un potentiel d'encouragement. Pour l'évolution des nanomédicaments, on a 3 générations. Pour la première, les nanoparticules décrites précédemment sont injectées dans le sang par les voies intraveineuses. Des protéines et des opsonines se fixent au-dessus et confèrent au nanovecteur un marquage de non-soi. L'organisme les reconnaît alors comme étrangères. Et on dit que ces particules ont des caractères exogènes. Ces vecteurs alors opsonisés continuent dans la circulation sanguine. Et au niveau du foie et l'épithélium des vaisseaux sanguins est discontinu. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins sont poreux. Ils permettent donc le passage des nanovecteurs. C'est à ce niveau se trouvent les cellules de Kupffer. Les médicaments opsonisés se fixent aux récepteurs des macrophages qui les dégradent par les phagocytoses, ce qui libère le médicament. On passe à la deuxième génération. Les nanovecteurs sont qualifiés de vecteurs furtifs. En effet, sur les nanoparticules on greffe des polyéthylène glycols appelés les PEG. C'est un polymère très hydrophile, ce qui limite leur opsonisation. Lorsque les vecteurs sont injectés dans le sang, les opsonines ne s'accrochent plus sur les parois de ces derniers, et l'organisme ne les reconnaît donc comme des étrangères. Ils ne sont pas captés par les macrophages du foie. Cela prolonge notablement leur persistance dans le sang. Pour la troisième génération, les nanoparticules sont recouvertes par les PEG, mais en plus de ligands sont fixés sur la surface des vecteurs furtifs. Les ligands sont des molécules capables de reconnaître des marqueurs présents sur certaines cellules. Les nanoparticules sont alors attirées par une seule sorte de marqueur en fonction de ligand greffé. Et dans le cas de cancer, les cellules cibles malades sont porteuses du récepteur de l'acide folique. Sur les nanovecteurs, il va donc greffer de l'acide folique et elles seront donc attirées des cellules cancéreuses, cela appelé l'adressage moléculaire. Les nanovecteurs ornés de l'acide folique se fixent sélectivement sur les cellules cibles porteuses du récepteur à l'acide folique et ils sont ensuite transportés à l'intérieur de la cellule par l'endocytose. Alors, pour les types de nanomédicaments, on cite 3 types, dont les premiers sont les liposons. Ces derniers sont des sphères constituées de 2 couches de phospholipides, leur tête hydrophile et leur queue est hydrophobe. Le principe actif du médicament est contenu au centre de la sphère quand il est hydrophile ou dans la bicouche quand il est hydrophobe. On note aussi qu'un liposon mesure 100 à 300 nanomètres du fait de sa ressemblance avec une cellule, comme un membrane, un noyau, donc il est dit un biomimétique. Le deuxième type, c'est celle des nanocapsules. Ce sont des nanoparticules de type réservoir. Elle est constituée d'une mince paroi de polymère généralement biodégradable dont l'épaisseur ne dépasse pas quelques nanomètres. Le principe actif est contenu dans la nanoparticule dans un compartiment huileux ou à queue entouré par les parois. La taille d'une nanocapsule varie entre 100 et 200 nanomètres. Voilà le schéma d'une nanocapsule, comme vous le voyez.
Et pour le troisième type, c'est les nanosphères. Ces nanosphères sont des nanoparticules constituées d'un polymère enchevêtré formant un réseau de perférences biodégradables, sont dispersées au-dessous dans le polymère et son principe actif sera libéré par simplification vers l'extérieur des réseaux ou à la suite de la biodégradation de la nanosphère dans l'organisme. Donc son taille en fait est variée entre 100 et 200 nanomètres. On passe maintenant au mode d'action des nanomédicaments ou bien les nanovecteurs. Donc, l'action de ces nanovecteurs de deuxième génération qui encapsulent le principe actif et reconnaît une absorption des folates à leur surface passe par 4 étapes. Alors, la première, c'est de la reconnaissance, où il y a l'interaction entre les nanovecteurs marqués par l'acide folique et ses récepteurs présents dans la surface des cellules tumorales. La deuxième, c'est l'endocytose, où les liaisons vis-à-vis de la membrane permettent la formation de l'endosome. Ça veut dire une vésicule occupée par les médicaments. Donc, la troisième étape, c'est la libération. L'endosome libère ces médicaments dans le cytoplasme de la cellule tumorale. Et la dernière étape, c'est le recyclage. Membrane de l'endosome ici, après l'éclatement, elle doit être rendue à sa place au niveau de la membrane. Alors, on passe maintenant à savoir le parcours de ces nanomédicaments. Donc, il s'agit de différentes voies, parmi lesquelles on cite la voie d'administration. Elles sont très variables, en fait. Donc, bien que la plupart des formulations sur le marché bien été envisagées par voie parentérale, par exemple, ou elles peuvent aussi être administrées par voie oculaire, orale, cutanée, digestive, nasale ou pulmonaire. Donc, pour le deuxième voie, c'est l'absorption. Et si le corps humain possède cependant des barrières qui ne sont pas toujours infranchissables, donc une certaine quantité de nanoparticules pourra subir un phénomène d'absorption correspondant à un franchissement de ces barrières. Et donc, l'action du médicament passe d'un effet local à un effet systémique. Puis, quelques particules se retrouvent dans le sang et seront ensuite transportées vers les tissus, dans ce qui constitue la phase de distribution. Et on passe maintenant à la voie du métabolisme et l'élimination. Comme vous le voyez, certaines nanoparticules sont éliminées intactes par l'urine ou bien la bile, d'autres le sont partiellement ou complètement. Donc, certaines particules sont dissoutes dans les fluides biologiques, mais la cinétique de dissolution in vivo est souvent méconnue. Donc, certaines particules sont dégradées par scission des liaisons chimiques, mais elles ne sont pas faciles d'identifier ni la cinétique ni le mécanisme de dégradation. Et maintenant, nous allons parler d'une notion ou bien du concept de scalinisation. Tout d'abord, il faut savoir c'est quoi un scalène. Donc, un scalène, c'est un composé naturel à l'origine du cholestérol, forme spontanément des nanoparticules de 0,1 micron de diamètre associées à un médicament. Ces particules permettent l'injection par voie intraveineuse et facilitent son entrée dans la cellule, ce qui diminue les résistances au traitement. Et voilà, c'est ça le concept de scalinisation. Alors, la scalinisation permet également d'avoir une meilleure activité antivirale sur les lymphocytes infectés par VIH, y compris sur les souches résistantes aussi. La scalinisation peut donc être considérée comme une approche totalement nouvelle pour la conception de nouveaux médicaments anticancéreux et antiviraux. Et le marché visé est celui du traitement du cancer et des infections virales telles que le VIH et les hépatites. Bien sûr, ces nanomédicaments scalinisants ont un effet sur les cellules cancéreuses, vu que
La membrane des cellules tumorales se caractérise par l'hyperexpression des récepteurs LDL, donc ce qui permet aux cellules cancéreuses de capter les lipides et en particulier le cholestérol dont elles ont besoin pour créer de la membrane et se multiplier. D'ailleurs, les patients cancéreux ont un faible taux de cholestérol circulant. Donc, en d'autres termes, l'escalène utilise les LDL comme des vecteurs indirects pour le ciblage des tumeurs. Alors, ce qui concerne les avantages et les inconvénients de ces nanomédicaments, si on compare ces derniers avec les médicaments classiques, on peut conclure que lorsque le traitement classique est administré à un patient cancéreux, la molécule active se répand dans tout l'organisme, ça veut dire dans tous les organes de l'organisme. Alors, ça peut provoquer que la molécule active peut être dégradée avant d'atteindre l'organe malade. Aussi, ce composé actif peut avoir un effet toxique sur les tissus sains et peut engendrer des effets secondaires. Contrairement aux nanomédicaments, comme vous voyez, le composé actif est encapsulé dans un nanovecteur, qui constitue le plus souvent des lipides. Alors, les molécules actives ne peuvent pas être dégradées lors du transport et vont se libérer principalement dans l'organisme ou bien dans l'organe cible, mais la quantité de ces nanomédicaments transportés est faible. Alors, je vous dis que notre présentation touche à sa fin et pour plus de détails, nous vous invitons vivement à lire notre rapport parce qu'il y a beaucoup d'informations sur chaque partie. Et finalement, je vous remercie énormément pour votre aimable attention et nous vous souhaitons un excellent visionnage. Merci.